Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, on va retrouver Mosley pour la politique urbaine Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour, bonjour René Ruth, bonjour tout le monde. Tu vas bien? Bonjour Elvis, oui ça va très bien, merci. Alors, la politique, on parle de quoi aujourd'hui? Attends, avant les sujets que tu as préparés, j'avais quand même une question. Alors, le copil citoyen a ressuscité le dossier Covid-19. On parle d'abord de quel copil citoyen et on doit s'attendre à quoi? Comment ça, de quel copil citoyen? C'est pas le même copil citoyen? Mais moi, je sais pas, je te demande, est-ce que ce sont les mêmes membres? Est-ce qu'ils ont changé d'idéologie? Non, ils restent les mêmes. Je pense que si tu regardes bien même dans la manière de se présenter aujourd'hui de Geoffroy Fumboula, il revient désormais à se présenter comme membre de la société civile. Donc, à partir de cet instant, ça doit être le même copil citoyen. On doit s'attendre à quoi? Quand il ressuscite le dossier Covid-19, est-ce que c'est juste par rapport aux finances? Je pense que c'est juste par rapport aux finances parce que ça a quand même été un moment particulier où la gestion de la Covid a été plus ou moins, on va dire, un moment assez particulier parce que ça a mobilisé beaucoup de ressources de la part de l'État. Tu te rappelleras les scandales qu'il y a eu lorsqu'il s'est agi de parler de la gestion, par exemple, du laboratoire Gaouma. Mais également de ce qu'on disait sur la gestion opaque du ministre de la Santé de l'époque. Et d'aucuns parlaient même d'avoir acheté les tests et consorts. Mais maintenant, après, bon, ça peut rentrer dans l'ordre d'un petit peu de raillerie de notre part. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu un bilan suffisamment établi pour pouvoir certifier les comptes de gestion de tout ce qu'il y a eu comme budget affecté à la question de la lutte contre la Covid-19 au Gabon. Donc, si le copil citoyen estime aujourd'hui qu'en tant qu'organisation de la société civile, que cette question mérite qu'elle revienne au devant de la scène pour permettre à ce qu'il y ait, on va dire, une lecture appropriée des comptes, mais également de comment la Covid-19 a été gérée de manière générale, eh bien, ça peut être une bonne chose. Une bonne chose, ça va nous amener sur la voie de la transparence et peut-être ça va sortir beaucoup des suspicions qu'on a pu enregistrer, comme je venais de le dire tout à l'heure, en rapport avec la gestion du laboratoire Gaouma qui était situé dans l'enceinte du complexe sportif de Libreville. Ensuite, vous avez les questions d'intendance. Et tu te rappelleras qu'on a même essuyé beaucoup de grèves des personnels de santé qui réclamaient des primes X, des primes Y par rapport à l'exposition à la maladie et aux risques sanitaires que ça représentait. Donc, et là, je pense que c'est dans l'optique de pouvoir permettre à ceux qui ont une meilleure lecture de cette situation que les uns et les autres ont décidé de l'ouverture de ce dossier. Donc, c'est vraiment un moment qui a été essentiel dans la mesure où si vous regardez un peu à travers le monde, aujourd'hui, beaucoup de pays ont fait les bilans. Il y a des bilans qui sont sortis pour pouvoir savoir comment, par exemple, la France, le Brésil, les États-Unis ont géré la Covid-19. Et là, on peut déterminer les responsabilités, notamment en ce qui concerne, par exemple, le nombre de décès. Est-ce qu'on aurait pu éviter d'avoir un tel nombre de décès ou pas? Est-ce que toutes les précautions avaient été prises? Est-ce que les vaccins qui ont été autorisés au niveau de notre pays étaient des vaccins capables de pouvoir réellement servir, du moins qui étaient utiles pour la lutte contre le coronavirus? Donc, c'est autant d'éléments qu'on peut mettre en avant, mais je pense que ce qui intéresse beaucoup plus le copil citoyen aujourd'hui, c'est d'examiner les comptes de gestion de cette question pour la période qui est concernée. Alors, à la DGI, là c'est peut-être, je sais pas, c'est pas mon tour sur les réseaux, mais il y a un problème en rapport avec la contribution foncière unique. Beaucoup estiment que, bon, c'est vrai que c'est pas nouveau, mais beaucoup estiment qu'ils ne s'en sortent pas et que c'est pas la priorité. Et qu'on doit d'abord régler les problèmes de terrain. Oui, c'est autant de situations que va devoir gérer le prochain président, donc le président élu. Ce sont les problèmes qu'il va devoir gérer. D'ailleurs, c'est lui qui a remis au goût du jour cette question de
paiement de la taxe foncière. Tu te rappelleras de sa sortie à Port-Gentil, où il disait qu'il y a d'aucuns qui achètent des biens immobiliers à l'étranger et qui payent cette taxe foncière. Il ne sait pas pourquoi, il ne pourrait pas la payer au Gabon. Mais est-ce qu'on paye juste la taxe comme ça? Non, on ne paye pas la taxe comme ça. De ce que j'ai pu regarder des informations qui sont distillées par la Direction générale des impôts, c'est que c'est regroupé en lots. Vous avez le lot des individus, donc les personnes physiques qui ont une tarification. Vous avez des personnes morales. Ça peut être une institution, une organisation ou des associations. Ça peut aussi être des coopératives agricoles et consorts. Vous avez aussi une typologie par rapport au terrain, un terrain construit, ce qu'on appelle le terrain un terrain où il y a une construction et un terrain non bâti. On ne refuse pas qu'il y a différentes catégories. Mais est-ce que les Gabonais n'ont pas d'abord un problème avec les titres fonciers pour penser à payer des taxes? Non, attention, il ne faut pas qu'il y ait amalgame. C'est là aussi où il y a un problème aujourd'hui. Oui. Cette taxe ne concerne que ceux qui disposent d'un titre foncier. Vous n'avez pas de titre foncier, comment on vous taxe? Oui, mais parce que des gens qui ont des terrains depuis 40, 50 ans, mais qui n'ont pas de papier. Mais on ne va pas les taxer. Ils ne sont pas concernés. Ils ne sont nullement concernés. La taxe foncière, pour qu'elle s'applique, il faut que vous soyez régulièrement inscrit au registre du cadastre. Donc, vous avez un titre foncier ou une attestation, comment on appelle ça? Il y a un document qu'on délivre provisoirement en attendant qu'on vous donne le titre foncier. Si vous avez ces deux documents, ceux qui sont en voie de procédure et ceux qui ont déjà achevé la procédure sont ceux qui sont concernés. Mais si vous n'avez pas de titre foncier, vous n'avez jamais engagé des démarches, on ne peut pas vous taxer parce qu'il faut bien une base légale. Mais donc, ça veut dire qu'on devait d'abord s'attaquer à cette base légale-là? Mais c'est ce qui a été mis en place, du moins c'est ce qu'a promis le candidat qui est devenu président élu, c'est-à-dire qu'il va engager un programme, un Gabonais, un titre foncier. Et ce programme-là, c'est sûrement dans l'optique de pouvoir donner beaucoup plus de capacité à rendre cette collecte-là effective et qui soit rentable pour l'État. Parce qu'il ne servira à rien à l'État d'engager une opération et que à la mobilisation des équipes, on sait que ça coûte quand on envoie des équipes en mission pour ce genre de situation, ce que ça peut engendrer comme finance en termes de budget. Il faut qu'il y ait aussi un retour assez intéressant de la part de l'État pour pouvoir plus ou moins perpétuer l'exercice. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a dans ce pays des gens qui ont des domaines étendus et qui ne payent aucun impôt dessus et qui ne participent en rien dans la capacité à pouvoir permettre à ce qu'il y ait cet accès facile, qu'il s'agisse du logement locatif ou même du logement individuel. À partir de cet instant, vous ne pouvez pas avoir un terrain réservé avec titre foncier, aucun investissement dessus. Parfois même on ne rencontre ni clôture, ni barrière qui soit de nature à pouvoir être compté comme investissement. Donc à partir de cet instant, il faut qu'on arrive à des situations où les gens soient en mesure de savoir, quand vous faites une réservation foncière ou que vous êtes propriétaire d'un terrain, il faut savoir que ça engendre des coûts. Et ces coûts-là doivent pouvoir être, du moins ces recettes-là doivent pouvoir rentrer dans les caisses de l'État. Donc, à partir de cet instant, c'est le travail qui va être fait pour permettre à ceux qui aient d'abord cet exercice-là, mais ceux qui aujourd'hui ont déjà les titres fonciers, on ne va pas tergiverser, ils vont devoir payer. Chacun va aller trinquer à la DGI pour pouvoir sacrifier à cet exercice-là. C'est aussi un exercice patriotique et républicain parce que si cette taxe a été mise en place, c'est qu'elle va obéir à un certain nombre de missions, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir permettre à ce qu'il y ait la réalisation d'un certain nombre de chantiers de la part de l'État, parce que qui dit taxe dit aussi dépense. Et la dépense est souvent, du moins la taxe est souvent accolée à une dépense qui est bien établie. Maintenant, il faut que les uns et les autres jouent la carte de l'honnêteté, que j'ai 2 hectares, 10 hectares, 30 hectares, parce que c'est taxé en termes d'hectares ou en termes de mètres carrés. Si vous êtes en ville, évidemment, c'est en termes de mètres carrés. Si vous êtes en zone rurale, c'est en termes d'hectares. Donc, j'ai vu, par exemple,
pour ceux qui sont planteurs de cacaoyers, s'ils ont 2-3 hectares de cacaoyers, l'hectare est à 600 francs, par exemple. Ça, c'est un exemple. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on verra ce qui va se passer, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est vrai que pour beaucoup, le simple fait qu'il y a une carence en termes d'offres en matière de logement au Gabon, ça cause problème. En matière d'acquisition des parcelles, ça pose problème. Mais c'est peut-être une démarche qui va aller dans le sens de faire en sorte que lorsque les uns et les autres vont vouloir plus ou moins construire, vont se diriger vers les autorités compétentes. Vous avez par exemple l'UNTC aujourd'hui ou le cadastre qui peut permettre à ce que vous puissiez bénéficier d'une parcelle viabilisée, ou la CNI, où il y a autant de structures aujourd'hui. Il y a même un programme qui a été mis en place où on fait la distribution ou l'achat de terrains viabilisés au niveau d'Igoumier, si je ne me trompe pas. Donc, à partir de cet instant, ces terrains-là, quand vous les prenez, ils sont déjà viabilisés. Vous avez le titre foncier et le titre foncier vous donne l'obligation de payer la taxe foncière. D'accord. Alors, Mosley, quelle est la crédibilité et le poids des partis politiques créés et dirigés par des femmes? On a par exemple là Madame Channing Zenaba qui est arrivée en 4e position aux élections présidentielles avec 0,39% des suffrages et qui veut créer un parti politique. Au Gabon depuis 1961, est-ce qu'il y a plusieurs femmes qui ont créé, qui ont dirigé les partis politiques et leur crédibilité? Oui, il y a des femmes qui ont déjà dirigé des partis politiques dans notre pays ou qui sont responsables de partis politiques. Vous avez par exemple Madame Missambo. Vous avez Madame Ayo, la prophétesse Ayo, qui dirige le parti de son défunt mari. Vous avez la femme de Richard Moulomba, Madame Moulomba, qui a récupéré le parti de son mari. Si Madame Channing qui a fait une belle percée, 4e. Mosley, elle a eu 0,39%. C'est pas le score qui est important. Mais Mosley, est-ce qu'on a un peu les scores à travers ce pourcentage-là? Ça représente combien de voix en fait? Est-ce que le ministère de l'Intérieur a communiqué sur ça? Celui qui a eu 0,2. C'est des 2000, tabac de, je crois, 6 000 à 2000 voix par là. Oui. C'est pas rien. Donc, elle qui était 4e, elle a pratiquement... Elle peut être dans les 2000, 3000 voix. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. René, c'est pas le score qui est important. Ce qui est important ici, c'est le fait qu'elle ait eu le courage de se présenter. Parce qu'il faut le rappeler que c'était la seule femme candidate à cette élection, du moins dont le dossier a été validé par la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'elle avait quand même prouvé qu'elle pouvait compétir aux côtés de ses compatriotes qui ont hommes. Et à partir de cet instant, c'est ce courage qu'on peut louer. Qu'elle crée un parti politique, c'est une bonne chose. Mais attention, il faut savoir que la nouvelle configuration qu'on va avoir à la suite de la prestation de serment du président de la République, du moins du président élu, le 3 mai, selon la date officielle qui est donnée aujourd'hui, il va y avoir la mise en application de tout ce qui concerne la Constitution, qui avait été mis entre parenthèses après le référendum. Donc, à partir de cet instant, il y aura aussi qu'on va désormais réorganiser l'environnement politique. Tu sais que le dialogue national inclusif avait émis un certain nombre de propositions allant dans le sens de créer des pôles, si j'ai envie de dire ça comme ça, des pôles idéologiques, 4 pôles idéologiques. Il faudrait que le parti de Mme Channing trouve une issue dans un des pôles qui vont être créés et de pouvoir se reconnaître avec ses pairs qu'au moment où il y aurait des élections, par exemple, il devrait peut-être passer par la case des Tu joues trop le modeste. Je joue pas. Comment ça? Des pôles, là, ça veut dire quoi? On aura genre la droite, la gauche. Quelle droite? Le centre. En fait, ce sera en fonction des idéologies. Quand vous dites, par exemple, je prends un exemple simple, le Parti socialiste gabonais, PSD. Techniquement, ça rentre dans tout ce qui est gauche, donc anti-libéral, qui n'est pas conservateur, qui n'a rien à voir avec tout le nationalisme qu'on reconnaît. Mais quand vous avez donc ce parti socialiste et que vous avez d'autres qui se reconnaissent, par exemple le MSP de Moine Bading,
eh ben, lui aussi peut se reconnaître dans la même idéologie que le parti socialiste de PSD, de Pierre-Claver Manganga Moussavou. Eh ben, à un moment donné, ils devront être dans un bloc. Ils devraient constituer un bloc des partis avec une configuration socialiste. Ceux qui sont dans, on va dire, qui se considèrent comme des partis nationalistes, eh ben, ils vont être ensemble. Pourquoi tu sais les libéraux vont se retrouver. Non, la droite, c'est purement français. Okay. Tu vois, c'est vraiment dans le cadre de la politique française où on doit être à l'extrême droite, à droite, au centre, à gauche ou à l'extrême gauche. On fait les simulations. Voilà. On fait pour, mais je comprends dans le contexte du pays. Mais donc, ce qui va se passer, c'est que ce sera les idéologies de chaque parti qui vont encourager les uns et les autres à se fédérer avec X ou Y. Moi, j'approuve, c'est bon. Donc, à partir de cet instant, par exemple, quand il s'agira d'aller à la présidentielle, au lieu d'avoir 8, 10, 50 candidats, eh ben, dans votre groupe, vous allez d'abord faire des élections des primaires. Et le vainqueur de votre groupe, eh ben, c'est lui qui va se présenter à la présidentielle. Quand même, hein, donc, ce sera comme ça que les choses... C'est l'analyse politique. Ce sera comme ça que les choses seront présentées. Maintenant, après... On va suivre l'actualité pour voir ce qu'il en sortira. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous sommes véritablement dans une logique où il y a eu une bonne percée des femmes parce qu'au-delà de Mme Chenning, vous avez d'autres femmes qui ont pu se faire connaître durant la campagne et qui aujourd'hui sont des personnalités aux côtés, par exemple, d'Alain-Claude Biémizé. Vous avez l'avocate Mme Essola qui, effectivement... va devoir se constituer une carrure de femmes politiques, notamment dans sa circonscription qui est Midik. Vous avez plusieurs autres qui se sont fait connaître, mais le plus important aujourd'hui, c'est que une femme qui crée un parti politique reste avant tout un acteur politique. Il faut aller au-delà des configurations femmes-hommes. Non, il faut voir l'acteur politique. Elle a déjà un CV qui va avoir la mention ancienne candidate à l'élection présidentielle. Avec 2432 voix. 2432 voix. Ouais, donc, vous voyez clairement qu'on est clairement dans une situation où il y a des Gabonais qui ont quand même cristallisé leurs espoirs ou leurs espérances en elle et que ces 2400 personnes vont continuer à la suivre. Et quand on sait, bon, quand même qu'il va y avoir, je crois que là aussi, il y aura du travail parce qu'il ne suffit plus aujourd'hui de créer uniquement, de vouloir créer un parti. Il faut désormais, pour créer un parti politique, il faudrait, au lieu de, je crois, c'était 12 000 voix à l'époque, ou 10 000, là, c'est 18 000 voix. Il faut, enfin, pas 18 000 voix, 18 000 personnes qui doivent vous parrainer pour que vous, le ministère... C'est pas 18 000 adhérents. C'est ça. 18 000 adhérents, c'est que ce sont ces 18 000 personnes qui doivent pouvoir vous parrainer pour que le ministère de l'Intérieur puisse vous valider. Donc, à partir de cet instant, il y a un travail de fond qui doit être mené. Maintenant, après, on verra si... éventuellement, ce parti sera reconnu par le ministère de l'Intérieur, donc aura la quittance du ministère de l'Intérieur pour pouvoir exister en tant que parti politique. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on est véritablement dans une situation où plus de femmes en politique, ça va aussi donner beaucoup plus d'espoir chez la jeune féminine, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre pays, on a toujours eu cette idée-là que les femmes ne sont pas suffisamment intéressés à occuper les premiers postes ou jouer les premiers rôles en politique. Mais ces dernières années, la politique nationale tend à changer de configuration. Il y a des femmes que j'ai citées. Vous avez, par exemple, dernièrement, le Parti démocratique gabonais qui a élu Mme Angélique Goma comme secrétaire générale, ce qui était impensable il y a encore quelques années. Ensuite, vous avez ces personnes-là qui se sont mobilisées pour la campagne à l'élection présidentielle. Vous avez des femmes qui se battent au quotidien pour véritablement être des acteurs politiques de premier plan. Vous avez Karine Arissani, vous avez Justine Lekogo, vous avez Rituel Boukandou, Elsa Rituel Boukandou. Elles sont nombreuses. Maintenant, après, il faudrait que derrière, il y ait de la pertinence dans les offres, dans les discours, dans les relations
pour pouvoir attirer un peu plus de personnes à vous suivre, donc de militants ou sympathisants, et permettre à ce que vous soyez véritablement en mesure de vous construire une carrière d'acteur politique majeur, parce que c'est ce dont on a besoin. Et plus on aura des femmes impliquées, plus ce qui est évident, c'est qu'on aura aussi un corps social qui va plus ou moins s'élever. Par exemple, les jeunes filles vont un peu plus aller vers la capacité à pouvoir aller faire valoir leur droit de vote, parce que ce n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui. À partir de cet instant, il faut encourager ces individualités-là, mais nous sommes véritablement à l'ère du changement. Merci Mosley pour sa rubrique Urban Mosley que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Avant de se quitter, on doit les résultats de Nido. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.